Bienvenue à Sonic Visions, 7e édition en 2014. Notre conférence de musique à la Rocale pour un jeudi après-midi. Je pense que c'est pas mal au niveau de notre public. Cette première journée est dédiée à un programme que nous avons suivi avec la Rocale depuis 3 ans, avec un ensemble de partenaires qui sont tous dans la maison aujourd'hui. Un programme qui s'appelle Multipiste, un programme qui est dédié au développement d'artistes dans la grande région. Et justement dans ce contexte, nous avons décidé de vouloir tirer un bilan de 3 ans d'activité aujourd'hui avec 2 séries en fait, d'invités. Nous allons analyser le potentiel économique et autres que présente la grande région pour des artistes émergents de cette même grande région, donc se composant de 4 pays, ou des parties de 4 pays, donc de France, Allemagne, Belgique et Luxembourg. Alors, cette première ronde que nous allons faire, elle s'appelle Gigging in the Greater Region, Luxembourg, France, Belgium and Germany. Nous allons analyser la partie live du développement des artistes et pour vous introduire au sujet, je vais vous lancer un chiffre. Nous avons en grande région 11 millions d'habitants qui présentent quand même un sacré potentiel déjà de public. Nous avons également en grande région plus que 200 clubs, venues de manière générale et festivals qui présentent également un sacré chiffre en potentiel de se placer sur scène et de se présenter à un public. Par contre, tout ce potentiel il est réparti dans 4 pays, 4 publics qui préfèrent qu'on leur parle peut-être de manière différente, 4 partenaires, médias et autres, et surtout également des systèmes législatifs qui peut-être sont différents, qui rendent les choses compliquées, complexes et peut-être difficiles. Alors, pour en discuter, nous avons invité quelques personnes autour de moi, et j'aimerais bien faire le tour en demandant à chacun de se présenter lui-même et ce qu'il fait dans son activité. Alors commençons par John. Je m'appelle John Resch, je suis booking manager à Dudelange, je travaille pour la ville de Dudelange, je fais plusieurs festivals pour eux, dont le festival celtique, la fête de la musique, le singer-songwriter, quelques soirées blues et d'autres soirées. Je suis aussi artiste avec mon groupe Dreamcatcher, je tourne depuis 1996. En parallèle avec un groupe que j'avais à l'époque qui s'appelait T42, donc j'étais en tant qu'artiste aussi dans la grande région, mais à l'étranger, puisque j'avais jamais considéré la grande région comme une région en tant que telle, mais c'était déjà à 2 km de Dudelange, c'était déjà l'étranger, donc tout était neuf. Et voilà, j'essaye de jongler entre les 2 côtés, et puis je suis aussi membre de plusieurs associations qui essayent d'exporter ou de promouvoir la scène luxembourgeoise. Bernard. Alors moi je m'appelle Bernard Amblaine, je suis originaire de Liège mais j'habite à Durbuy et je m'occupe d'Intersection qui est une agence de booking bruxelloise. Bon, je travaille de chez moi puisque maintenant tout se fait par internet, donc il n'y a pas besoin d'aller au bureau à Bruxelles. Et alors je suis aussi l'organisateur du Durbuy Rock Festival qui va fêter sa 19e édition. C'est un festival spécialisé en métal rock dur. Et j'organise aussi des concerts sur Bruxelles, sur Liège régulièrement, plutôt dans le style pop rock, métal, plutôt des petites choses, des choses alternatives dans des clubs comme le Magasin 4 à Bruxelles ou l'Escalier à Liège, donc des clubs de 100 à 300 personnes. Kai. Hallo, das ist eine recht neue Firma, die im ganzen Saarland lokale Konzerte veranstaltet. Wir veranstalten unter anderem auch das Electromagnetic Festival im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Ich bin allerdings nur fürs lokale Konzertgeschäft zuständig und mache Je suis principalement responsable des réservations au niveau local. Jeff. Et je travaille à la promotion. Jeff. Allô? Ah, ok. Bonjour, je suis Jeff Jonas. Je suis bassiste, manager et booker du groupe Metal Scar de Luxembourg.
Je fais partie aussi du Noise Collectif. C'est un collectif d'artistes de groupes de métal de Luxembourg et on fait des échanges de concerts avec des groupes étrangers pour aider nos groupes à s'exporter. Et voilà, avec cette structure, on essaye de tourner un maximum à l'étranger. Et David ? Bonjour, moi mon nom est David Dehar, donc je suis coordinateur de Court Circuit, qui est une association qui est à la fois un centre de ressources et qui aide les jeunes artistes émergents. Et je suis en même temps coordinateur de réseau de salles de concert qui s'appelle Club Plasma, qui regroupe 11 salles de concert situées en Wallonie et à Bruxelles. Et avant cela, j'étais programmateur pour bon nombre d'événements, que ce soit à Namur ou à Bruxelles. Merci. Alors, une toute première question à mon panel, je le disais en introduction, la grande région, 11 millions d'habitants, 200 ou plus opportunités de jouer. De votre point de vue et dans votre situation que vous nous avez expliquée, la grande région, est-ce qu'elle représente quelque chose ? Qui veut commencer ? Qui se lance ? Moi, je peux me lancer. En fait, la réponse est non. Voilà. Non, en fait, quand on est issu de la Belgique francophone comme moi, on a beaucoup de contacts avec le Luxembourg, avec la France, mais pas du tout avec l'Allemagne. Et ça fait 27 ans que j'organise des concerts et je pense que j'ai jamais fait jouer un groupe de la grande région. J'ai fait plusieurs centaines, voire 1000 concerts. J'ai jamais eu l'occasion de faire des groupes allemands de la grande région. Donc j'ai l'impression que c'est quand même plus quelque chose de politique. Moi, je suis tout à fait ouvert. Je ne suis pas du tout anti-allemand. Mais j'ai jamais eu l'occasion de faire un concert d'un groupe d'Aix-la-Chapelle alors que j'organise à 50 km à Liège. Et vice-versa, je me suis occupé d'un groupe germanophone qui s'appelle 14 Weeks, qui était excellent. Il y avait la moitié des membres qui étaient wallons, l'autre moitié qui étaient germanophones, et ils n'ont pratiquement jamais joué en Allemagne alors qu'ils habitaient à quelques kilomètres. Donc il y a vraiment une frontière psychologique très importante entre la Belgique et l'Allemagne. Je suppose que la frontière est moins importante entre le Luxembourg et l'Allemagne, puisqu'il y a déjà la proximité et qu'il y a la langue plus ou moins partagée. Mais en tout cas, du côté belge, il y a vraiment une frontière psychologique très importante et on le regrette, mais c'est comme ça. Alors, si je précisais, est-ce que, ou si je te comprends bien, donc effectivement, cette barrière, elle existe plutôt de manière générale par rapport au groupe allemand, barrière, mais peut-être cette absence de connaissances approfondies ou de communication. Est-ce que tu penses que le fait qu'un groupe allemand soit ressortissant de la grande région puisse être perçu comme une plus-value ou comme un avantage ? Oui, à partir du moment où il y aurait éventuellement un subside pour le faire jouer. Ah bah oui. Ah bah oui. Alors appelons un chat un chat. En tant qu'organisateur maintenant d'un festival, on n'a jamais eu de ruling culturel pour ce qui était de la grande région. En fait, on a toujours regardé à promouvoir la scène locale, ce qui peut bien être un groupe mélangé avec des Luxembourgeois, des Français et des Allemands, comme ça arrive quand même sur le petit territoire qui est le nôtre plutôt souvent. On n'est jamais très loin de quelque part d'autre. Mais il n'y a jamais eu de label grande région. Il y a eu un label national, surtout en tant que membre d'un groupe national. On a toujours essayé et veillé à mettre en évidence nos groupes nationaux. Par contre, la grande région n'a jamais été un label. Dès qu'on passe la frontière, en fait, il y a seulement un bon groupe ou un mauvais groupe. Et par rapport au réseau, tout au début de ma carrière, il y en avait que très peu. Donc, il y avait des échanges personnels. On se voyait éventuellement soit à une conférence, soit à un meeting improvisé par la politique. C'est souvent une construction politique qu'on essaye de nous octroyer, mais il faut dire que à la fin du compte, sauf sympathie entre personnes qui se rencontrent, il n'y a jamais eu de très grands réseaux. Et si on change de casquette en tant que musicien ? En tant que musicien. Quand j'ai commencé, c'est pas hier, c'est un peu plus longtemps, on ne savait pas beaucoup faire en tant que groupe. On avait beaucoup d'énergie, on n'avait pas de contact. Jouer plus loin que Luxembourgville était déjà une aventure. On était très 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 jeunes. On bousculait un peu les mœurs, peut-être qui étaient là jusqu'à ce moment.
Et dès qu'on traversait la frontière, je disais avant, c'était l'étranger, c'est définitivement l'étranger parce que tout était différent. On ne connaissait personne, on devait faire nos preuves. Seule chose qu'on remarquait, c'est ce qui arrive à tous les groupes qui partent encore aujourd'hui. On était perçu pour la première fois en tant que musicien, alors qu'à la maison, on est toujours le copain de quelqu'un. Mais en tant que musicien, c'était déjà l'étranger. Et si aujourd'hui tu devais donner un avis à un groupe jeune qui essaye de faire ses débuts en international, est-ce que tu lui conseillerais de s'orienter vers cette notion grande région? Ou est-ce que tu dirais, bon, de toute façon c'est l'étranger, alors fonce, et même si tu vas plus loin... Je crois qu'il y a, quand tu veux donner un conseil à un jeune groupe, tu dis rarement fais ceci, fais cela, puisque ça change pour tous les groupes, pour tous les styles, pour toutes les personnes. Je crois aussi qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de réseaux et beaucoup plus de personnes auxquelles on peut parler. Je crois qu'il n'y a pas plus longtemps qu'hier, etc. Il y a un bel outil qui est arrivé sur Internet avec la possibilité de trouver les adresses de 200 clubs dans la grande région, qui est sur le site du centre de ressources notamment, qui est quelque chose qui est énorme. Moi, à l'époque, je vois l'ancien président dans la salle. J'étais membre d'une association qui s'appelait Backline, où on s'efforçait déjà de faire un premier aperçu des salles au Luxembourg, des cafés où on en pouvait jouer. Donc, ici, on est beaucoup plus loin. Il y a beaucoup plus d'outils. Donc, ça peut être une possibilité, mais ça ne sera certainement pas la possibilité. Il y a des groupes comme Jeff dans son milieu qui sont beaucoup mieux connectés que moi qui étais quand même dans un groupe pop où il n'y a pas de connexion. Il y a tout de suite là aussi, dès qu'on parle à une maison de disques, à un agent, on est soit un groupe local où il voit une certaine possibilité de faire travailler, soit on était, dans notre cas, un groupe étranger. Et là, la balance n'était plus la même. Donc, tu étais tout de suite comparé à un groupe international qui pouvait vendre des tickets qui avaient une certaine valeur commerciale. Alors que, voilà, si j'avais rencontré Kai et qu'on avait bu une bonne bière ici, la chance de jouer chez lui à son festival aurait été plus grande que si maintenant je lui aurais envoyé un mail. Non, il n'y avait pas de mail, il y avait des fax à l'époque. Où c'était encore des... Alors, tu visais déjà, Jeff. Avec votre groupe, vous êtes dans une niche. Est-ce que cette niche, est-ce qu'elle s'intéresse à la grande région comme territoire de concert? Et à quel point est-ce que des réseaux, grande région, voire au-delà, est-ce qu'ils sont intéressants? Il n'y a pas de vrai réseau comme ça, on veut dire, mais il y a beaucoup d'artistes d'autres groupes qui veulent tourner eux aussi. Et, le plus logique, c'est de voir un peu ce qui est directement derrière la frontière. Par exemple, un des premiers concerts à l'étranger qu'on a joué, c'était à La Louvière avec un groupe métal belge qui nous a invités il y a des années. Et du coup, on est rentré dans le réseau belge Wallonie. Et là maintenant on tourne assez beaucoup là-bas, on s'est créé une petite renommée. Sinon il y a Trèves aussi, c'est une des adresses Lexhouse où on débute vraiment, on fait les premiers concerts dans les cafés, voilà quoi. Maintenant niveau stratégique, est-ce qu'on pense vraiment qu'il faut absolument tourner la grande région? Je crois ça après, quand on va plus loin, tu te penses oui il faut une grande région pour avoir un concert qui te rentre de l'argent pour pouvoir faire l'autre date qui est plus loin. Mais je crois au niveau stratégique, on pense pas vraiment, on va vraiment se focaliser sur la grande région. Mais c'est un truc évident pour les premiers pas parce que à Trèves, ici du Luxembourg, tu fais 20 minutes en voiture, tu es là et tu peux parler aux gens. Hein, donc voilà. Donc en fait, tu es en train de dire que c'est une espèce de surface d'entraînement, en quelque sorte. En quelque sorte, oui. Est-ce que ça permet également d'apprendre à connaître, on disait tout à l'heure, différents cadres légaux? Est-ce que ça permet également d'apprendre les différents fonctionnements des différents pays au niveau statut des artistes, comment parler aux gens, promotion, réseau, club, etc.
Au début, peut-être oui, au niveau communication, on apprend un peu ce que les autres ils font, comment eux ils abordent. Peut-être à Trèves, voilà, ils aiment bien les flyers. Là, il faut plutôt faire flyers. Dans d'autres villes, c'est plutôt seulement Internet ou voilà quoi. Maintenant, au niveau statut d'artiste et tout ça, franchement, dans le métal, au début. On se focalise pas trop là-dessus, voilà, on est là pour jouer, pour boire quelques bières aussi, voilà. Ça, on s'intéresse à ça quand on va encore plus loin, je trouve, quand on commence à vraiment s'intéresser pour peut-être trouver un label et tout ça. Maintenant aussi, dans le métal, niveau label, dans la grande région, il n'y a rien, donc il faut vraiment aller, comme nous, à Poitiers, en France, pour trouver un label, mais... maintenant, il y a déjà des festivals un peu plus connus, comme le Derby d'ailleurs, et ça commence à grandir, mais je crois que ça grandit avec ces groupes en même temps un peu. C'est les mêmes groupes qu'il y a 10 années qui sont maintenant beaucoup plus grands, qui tournent à l'extérieur. Les festivals et les venues, ils ont grandi en même temps. Donc, pour connaître le côté légal et la bureaucratie autour, il faudrait déjà avoir des cachets. Tout au début, c'est pas facile. Exact. Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Bernard, parce qu'effectivement, il y a vraiment... Autant c'est facile de collaborer entre la Wallonie et la France, voire avec le Luxembourg, autant le monde germanique est vraiment inconnu. De la part des programmateurs wallons et des groupes wallons. C'est très très difficile de passer la frontière linguistique, tant vers l'est que vers le nord du pays. Puisqu'avec nos collègues, ça c'est quand même intéressant, c'est qu'avec nos collègues flamands, on a cherché pendant des années les moyens de collaborer, on n'y est jamais arrivé. Et puis un jour, on s'est retrouvés ensemble lors de la construction d'un grand réseau européen. Et en apprenant à travailler avec des collègues danois, espagnols, d'Europe de l'Est, on s'est rendu compte finalement qu'on commençait seulement à avoir des outils qui allaient permettre de nous rapprocher les uns des autres. Et donc ce n'est que parce qu'on a commencé à travailler à un échelon européen très très vaste qu'entre wallons et flamands, on en est arrivé à se rencontrer de plus en plus souvent, très régulièrement à l'étranger, et que finalement maintenant on arrive seulement après presque 10 ans de tentatives à échanger des groupes. Donc si effectivement c'est pas toujours facile d'apprendre à connaître ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, ça prend énormément de temps, énormément de travail, et des fois il suffit d'aller voir très très loin pour finalement revenir avec les outils qui nous permettent d'échanger très concrètement. Et là maintenant, c'est très récent, il y a enfin un site qui reprend tous les lieux de concerts de Flandre et de Wallonie, qui s'appelle clubbelge.be. Donc voilà, si vous êtes un jeune groupe luxembourgeois que vous voulez en savoir plus sur la Belgique, passez Club Plasma, passez les équivalents flamands et allez directement sur clubbelge.be, et là vous aurez toute une série de références très très utiles pour connaître la Belgique. Voilà. Et du point de vue de groupe, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas facile de passer la frontière, mais je pense qu'il y a vraiment deux façons de faire. Soit on est vraiment un très bon groupe et on connaît la bonne personne, et alors il suffit d'un déclic et cette personne va vous enchaîner dans les réseaux, et alors ça va vraiment péter pour vous partout, mais il faut vraiment être très très bon. Ou alors il faut vraiment être un harceleur de première, et là même si on est très mauvais, on peut trouver des dates partout en Europe et même quitter le continent et aller jouer aux États-Unis. Je peux vous donner des noms, mais je suis dans la vraie. Alors, j'aimerais bien connaître le point de vue de Kai dans cette qualité de programmateur. Est-ce que si un groupe vient te voir et qu'il a envie de jouer chez toi, est-ce que ta réaction va être comme celle de tes confrères, de nos confrères autour de la table, et c'est beaucoup moins important s'il vient de grandes régions, ou est-ce que c'est quelque chose qui constitue une plus-value? Et on va revenir à l'argent un peu plus tard. Also, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, ob die Band aus der Großregion kommt oder nicht. Wenn eine Band selbst auf mich zukommt, ist es in Deutschland sehr schwierig. Eine Band schickt mir eine E-Mail, ich muss ganz ehrlich sagen, in 70% der Fällen wird die gelöscht. Das läuft alles über Agenturen. Traurig ist aber so. Die Band selbst muss ich also extrem gut verkaufen, damit ich sie überhaupt registriere. Ansonsten spielt die Großregion in dem
Sinne keine Rolle, weil wenn die Band gut ist oder auch über einen Booker an mich herangetragen wird, ist es egal, ob das eine englische Band ist, ob es eine Band aus Australien ist oder ob es eine französische Band ist oder eine belgische Band. Die Band muss einfach gut sein. Ansonsten muss ich den Kollegen beipflichten. Es ist wirklich so, die Barriere ist da. Ich meine, ich sitze nicht umsonst als Einziger hier und muss übersetzt werden. Die Sprachbarriere ist sehr groß. Es treten sehr wenig Bands aus Frankreich an mich heran, aus Belgien überhaupt nicht. Aus Luxemburg habe ich wenigstens mal ein paar gebucht. Eternal Tango vs. You. Das ist einfacher. Ansonsten hat Deutschland da, glaube ich, echt eine Sonderstellung. Naja, das Ganze ist wahrscheinlich auch richtig in die andere Richtung. Ach, l'avantage luxembourgeois, pardon. Donc, je disais... je vais prendre un casque. C'est l'avantage du Luxembourg. C'est l'avantage du Luxembourg, tout à fait. Non, ce que je disais, c'est effectivement certainement dans l'autre sens, donc des groupes allemands vers les pays francophones. Je suppose que c'est tout à fait le même problème. Effectivement, on est au centre au Luxembourg, ça va être moins important au niveau des barrières linguistiques chez nous. Par contre, pour nous, il y a l'autre souci qui est la compréhension des marchés internationaux. John en a parlé, et de voir comment attirer l'attention des bonnes personnes. Maintenant, parlons de comment attirer l'attention des bonnes personnes. Si je reviens vers Bernard, tu travailles avec des groupes. Maintenant, comment est-ce qu'on attire cette attention, justement? Il y a plusieurs moyens. Disons que, par exemple, pour le Derby Rock Festival, et Esquerdes en est un bon exemple, ils sont passés par le concours, les tremplins Derby Rock. Et donc je pense que Multipiste organise aussi ce genre enfin, ça ne s'appelle pas des tremplins, mais ce sont des genres de concours, enfin, je ne sais pas comment on doit appeler ça, mais il y a une sélection à un moment donné, et les gens qui passent cette sélection, c'est déjà une première barrière. Et donc il existe le concours circuit, par exemple, en Belgique francophone. C'est clair que les groupes qui arrivent en finale, on jette un coup d'œil, on essaye un peu de s'y intéresser. Et ceux qui gagnent le tremplin du Derby Rock, ils peuvent jouer au festival et de nouveau se faire connaître. Et Esquerdes est un bon exemple, puisqu'ils ont gagné le tremplin du Derby Rock l'année dernière. Ils ont pu jouer au festival. Et puis par après, je les ai repris dans un autre festival, parce que j'ai beaucoup apprécié le groupe. Et donc c'est vrai que le fait qu'ils soient de grandes régions, qu'ils soient luxembourgeois, français ou autres, ça n'a pas énormément d'importance. On essaye dans la programmation d'équilibrer pour ne pas qu'il y ait trop de groupes de tel ou tel pays. Mais c'est vrai que... grande région ou pas grande région, ce qui compte, c'est quand même la qualité. Et au-delà de la qualité, aussi le faire savoir. Il ne suffit pas d'être bon, il faut aussi qu'il y ait de la promotion via Facebook. Ça devient de plus en plus intéressant de se faire connaître via Facebook. C'est clair qu'un groupe qui a une centaine de likers, on va moins s'y intéresser que s'il y en a 10 000. Même si on sait qu'on peut acheter des likers, hein, mais bon, disons que ça se sait quand même d'une façon ou d'une autre. On voit bien, il y a toute une série d'autres moyens via Internet pour savoir si le groupe est connu ou pas. Et bon, quand on fait une programmation, c'est clair que Internet est devenu vraiment indispensable, et notamment Facebook. Mais donc si effectivement, je peux tout de suite revenir sur ce même point, effectivement, aujourd'hui, j'ai la possibilité, si je suis un groupe issu de la grande région, je travaille bien les réseaux sociaux, mais je pourrais te démontrer comme organisateur que effectivement, j'ai une certaine valeur de marché. Et effectivement, dans ce cas-là, est-ce que, donc, si je comprends bien, ça va nous rapprocher en termes de business? Tu vas être beaucoup plus intéressé parce que y a cette possibilité que je te ramène effectivement du public. Oui, bien sûr, mais ça dépend un peu de la notoriété du groupe. Il y a le prix qui va avec, évidemment. Hein. Donc si vous avez un groupe qui a une belle notoriété, mais qui demande des cachets trop importants, et là, c'est là que le rôle de l'agent intervient pour essayer justement de trouver un équilibre. Évidemment, tous les agents ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y en a qui exagèrent, bien entendu. Et puis, tout dépend de l'importance du festival ou de la salle. On sait qu'il y a certaines salles qui ont plus de moyens que d'autres. C'est clair qu'on ne va pas demander la même chose à la Rocale qu'à la zone à Liège. Hein. Donc, donc c'est le rôle de l'agent aussi d'équilibrer ce genre de choses et de ne pas vendre le groupe trop bon marché par rapport à sa notoriété,
mais d'essayer de le vendre quand même, et donc d'avoir un prix correct. Voilà, c'est le rôle de l'agent. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des gros agents et des petits agents. Moi, je suis un petit agent, donc je suis plutôt le demandeur et je suis plutôt pour essayer d'assister, de faire jouer des groupes. Il y a des gros agents qui font jouer des gros groupes et puis qui disent faites jouer aussi les plus petits que j'ai dans mon catalogue, et si vous voulez un gros, vous devez prendre 2 petits. Ça, c'est le genre de pratique qui se fait aussi dans certains festivals, et donc il vaut parfois mieux être un petit groupe sur une grosse agence qu'un gros groupe sur une petite agence. Voilà, ça, il faut trouver le juste milieu. Et donc, je suppose aussi que John a mentionné tout à l'heure le répertoire effectivement que notre centre de ressources a lancé hier, qui reprend tout un ensemble de contacts en grande région. Donc, si je comprends bien, ça c'est un outil très important à ta perception, mais effectivement, ce serait pas mal de le voir se compléter avec quand même un réseau. On parle réseau. Moi personnellement, je pense que c'est un bon outil, c'est un bon premier outil. Si un groupe, je crois qu'on en a déjà parlé avant, si un groupe veut se faire connaître, il doit s'investir. On revient toujours à la même chose quand on parle d'export au tout grand ou au tout petit. Il faut qu'il soit présent, qu'il s'investisse. Si par exemple, moi, chaque jour, je ne sais pas comment c'est pour mes collègues, mais c'est entre 150 et 200 emails d'agents et de groupes qui arrivent dans ma boîte aux lettres. Il y en a des que je connais et qui disparaissent parce que je sais ce que c'est. Il y en a des qui disparaissent parce que c'est pas attrayant, parce qu'il faut quand même faire un tri. Il y a des noms qui reviennent parce qu'ils vont être sur un tremplin. Ils vont être à un des endroits où j'aime bien aller, comme par exemple le Sonic Vision pour découvrir des groupes, le Rock am Knödel, certains festivals où j'aime bien aller. Il y en a des qui vont revenir parce qu'ils seront à des foires, telles le Reeperbahn ou Groningen ou n'importe. Il y en a des qui vont revenir parce que je les vois sur les listes des bureaux d'export, qui sont quand même très actifs. Tout ça sont un peu des mini-labels de qualité qui vont rehausser... Des signaux positifs. Voilà, des signaux positifs qui vont rehausser aussi ma perception de tel et tel groupe. Et si, par exemple, je vais prendre un exemple, le premier qui me tombe à l'esprit, comme Charlotte maintenant, voilà, j'ai vu leur mail, j'ai vu quelque part leur clip, je les ai vus sur le roster de Music LX, et ils sont là ce soir, donc ça va être pour moi une priorité d'aller les voir, si je ne les avais déjà pas vus auparavant, mais ça serait plein de signaux qui font que... Et bien entendu, mon premier contact a été un email de la part du groupe que je ne connaissais pas du tout, mais voilà, j'ai eu un mail qui fonctionnait, qui visuellement était attrayant. J'ai retenu le nom, je l'ai vu à tel endroit. Et donc, c'est une construction. Il n'y a pas de solution miracle ou de solution unique. C'est un amalgame de beaucoup de choses qui font que. Et puis, il y a aussi le côté personnel qui fait que lui aimera tel et tel groupe, moi je vais aimer tel et tel groupe. Peut-être qu'on va aussi aimer tel et tel agent parce qu'il nous est sympathique, parce qu'on lui fait confiance. Il y a des gens dans la scène, quand ils me donnent un coup de téléphone ou qu'ils m'envoient un email, voilà, je leur fais confiance parce que je sais qu'ils connaissent le boulot qu'on fait à Dudelange. Et donc il y a plein de données différentes qui vont le faire. Et c'est comme tu dis, c'est des petits labels, voilà, et c'est des signaux positifs. Donc on va s'intéresser parce que à la fin du compte, je ne les connais pas personnellement, mais tellement bien. Mais le premier contact est déjà, on aime notre métier, on est toujours passionné. D'après ce qu'on raconte, voilà, on aime la musique, donc on veut se laisser charmer. C'est comme tomber un peu amoureux à chaque fois. C'est voilà, des coups de foudre, que ce soit qualité ou goût personnel, mais voilà, charmez-nous. Mais ça peut prendre du temps, hein, parce que moi j'ai demandé aux membres de mon réseau, là, aux 11 programmateurs, ce qu'ils faisaient
qu'ils étaient intéressés par tel groupe plutôt que tel autre. Et ils me l'ont dit aussi, en fait, c'est le fait de voir qu'un groupe joue déjà beaucoup. C'est paradoxal, mais pour pouvoir jouer quelque part, il faut avoir joué beaucoup et avoir un gros CV. Et moi, ce que je donne comme conseil à l'Eurogroupe, c'est n'hésitez pas à organiser vos concerts, mais surtout aussi à essayer d'identifier des groupes qui font plus ou moins le même genre de musique que vous, dans d'autres villes, mais dans d'autres pays aussi, et organiser des micro-tournées. Et au fur et à mesure des tournées, au fur et à mesure de la promo que vous allez faire de ces groupes qui vont relayer votre nom aussi près de chez eux, vous allez avoir une notoriété croissante, vous allez avoir un CV avec des dates de plus en plus prestigieuses, et il n'y a rien à faire. Je pense qu'il faut vraiment, en tant que musicien, toucher à tous les métiers. Vous serez au début booker, forcément manager, mais aussi votre produit, votre musique, c'est un objet d'art, mais ça ne doit pas se limiter à du son, ça doit être aussi une question d'emballage. Bien souvent, des programmateurs veulent écouter un groupe plutôt qu'un autre, juste parce que l'emballage est beau. Encore cette semaine, moi j'ai reçu un CD écrit avec un post-it à la main, le nom du groupe, sans numéro de téléphone, sans image, sans contact ni rien. Donc ça c'est vraiment le genre d'erreur. Ça paraît stupide quand je raconte l'anecdote, mais ça arrive encore une fois par mois. Et donc, dès le début, soignez la présentation, la photo, la bio du groupe, tout le visuel, et que ça n'aille pas l'air amateur. Vous voulez avoir l'air d'être professionnel, toucher le réseau professionnel, il faut être professionnel à tous les niveaux, et même au niveau de la façon de vous communiquer sur Internet. Et ça s'improvise pas malheureusement, quoi. Donc il y a pas mal de travail à fournir derrière, et ça peut prendre des années. Je te rejoins complètement, et d'ailleurs John aussi. On reçoit tellement de demandes et effectivement il faut que ce soit bien fait, et ce qui a été dit au niveau de justement cette attention qu'il faut essayer de provoquer, qu'on soit sur le radar des personnes à qui on veut parler. Il ne faut pas dire trop, mais il ne faut pas dire trop peu non plus. Il faut être intéressant, et surtout ce qui est très important, il faut plonger les gens dans le monde qu'on veut véhiculer, dans son art, au niveau de son... Il faut avoir une cohérence au niveau des images, au niveau du son, au niveau ensuite de comment se présente le live. D'ailleurs, une petite plage de pub à cet endroit. Nous allons organiser demain et après-demain, avec une très belle sélection d'intervenants, des workshops dans le petit espace ovale de l'autre côté, justement au sujet de jouer live dans la grande région, donc qui est une suite de notre discussion et de notre panel d'aujourd'hui, qui justement va vous introduire dans les différents sujets des différents territoires en question, donc Luxembourg, Allemagne, France et Belgique. Alors, je ferme la plage de pub, et ce qui m'intéresse quand même, et je l'évoquais tout à l'heure, Jeff, il me dit au début de votre activité, tout ce qui est législatif, ça vous a beaucoup moins intéressé. Quand même, j'ai l'impression qu'il y a des différences substantielles de pays en pays. Si je suis un jeune groupe émergent, j'ai envie d'aller jouer. Est-ce qu'il y a des obstacles dans vos pays où je risque de me heurter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait nous raconter des choses là-dessus? Je parle notamment du régime en France, avec le fait de la salarialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En Belgique, quand on a un petit groupe et qu'on n'est pas gourmand, on joue gratuitement, et même s'il y a en théorie pas mal d'obligations légales, elles sont très rarement respectées. Parce que je pense que dans les contrôleurs potentiels que les organisateurs se disent plus simple c'est, mieux c'est, et voilà. Mais en théorie, en fait, il faudrait, quand vous jouez en Belgique, que chaque personne qui est sur scène ait un contrat de travail. Donc il faudra un cachet pour aller avec ça, mais bon, on sait bien que c'est pas possible. Ou alors un contrat de bénévolat, tout simplement pour démontrer que vous ne travaillez pas au noir. En pratique, même les groupes belges ne le font que très très rarement, en tout cas à un niveau émergent. Je suppose qu'évidemment un groupe professionnel qui joue la scène Belgique aura un manager qui sera occupé de tout ça, mais malheureusement non. La réalité est telle que en Belgique, on peut aussi jouer pour un simple défraiement. Et donc voilà, c'est ce qui est accordé, mais essentiellement pour les personnes qui résident en Belgique. En théorie, quand vous êtes étranger, ça ne marche pas malheureusement. Mais bon, voilà. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas trop de barrières pratiques, mais qu'en théorie, s'il y a un contrôle, ça peut être très très ennuyeux malgré tout. Je sais qu'il y a pas mal de Français dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de nous expliquer comment ça se passe, mais très brièvement, en France? Pareil, hein?
Donc, oui, donc salariat Mais je pense que les Français sont plus conscients de la problématique qu'en Belgique. Parce qu'en Belgique, je pense qu'en France, les organisateurs sont conscients de ça. En Belgique, les organisateurs ne sont même pas conscients qu'un contrôleur pourrait débarquer et demander aux musiciens de montrer leur contrat de travail. J'admets que j'ignorais que ça existait également en Belgique. Oui, mais ça commence à venir de plus en plus, et surtout dans le milieu du clubbing, vu que c'est un milieu Horeca qui gagne essentiellement de l'argent grâce au bar, et que les personnes derrière le bar sont tenues d'être évidemment en règle vis-à-vis de la loi du travail, et donc évidemment le DJ est également visé, et donc tout artiste qui se trouve dans un espace de travail, c'est-à-dire une scène, est susceptible d'être contrôlé. Oui. Alors est-ce que le bénévolat de cette forme expliquée, est-ce qu'il existe également en France ? Ah, il y a... Oui. Ça dépend, ouais. C'est plus ou moins le cas, puisque quand on est en France, il y a le statut d'intermittent qui existe aussi en Belgique, mais quand on est intermittent du spectacle en France, on est censé ne pas pouvoir faire de bénévolat dans son milieu de propre travail. Donc en gros, en France, si on est intermittent, on n'aurait pas le droit de travailler, de signer un contrat bénévole, sans avoir un cachet, un contrat de travail à la clé. Donc on ne peut pas être bénévole dans son activité principale, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est dans les règles pour respecter le code du travail français. Mais sinon, ça se passe plus ou moins comme en Belgique. C'est-à-dire qu'on prie pour ne pas avoir de contrôle. Okay. Mais pour être pratique, je pense que le mieux est toujours de facturer via une association, et alors c'est votre association qui vous dresse un document comme quoi voilà, vous faites X nombre de dates bénévolement, et voilà. Donc si vous gérez tout vous-même, ça peut marcher aussi, alors l'organisateur n'a plus qu'à signer une facture et le contrat évidemment. Michel ? Oui, pour compléter un petit peu, et effectivement, l'activité bénévole en tant que musicien, elle n'est pas tout à fait légale en France, il faut vraiment une interprétation particulière. Normalement, effectivement, il y a une présomption de salariat. Alors c'est vrai que c'est pas du tout la réalité du terrain, hein, et moi j'engage en fait les musiciens à pratiquer sous forme associative pour se protéger effectivement d'une certaine manière en termes notamment de responsabilité civile et d'assurance. Mais il y a la limite, comme Pierre le disait, pour des gens qui voudraient de temps en temps pouvoir, qui aspirent à avoir des cachets de toute façon et à rentrer dans les légalités. Mais voilà, on est effectivement dans le flou, une législation qui est complètement à côté de la réalité des choses. Et donc avec des risques, oui, parce que ça, des descentes de l'URSSAF dans des lieux de concert en France, il y en a régulièrement. Alors maintenant m'intéresse le point de vue allemand. je vois les réactions de Kai à côté de moi. Also, gut. Es ist Alors en Allemagne, so, dass bei uns recht wenig le budget für Bands da ist. Pour les arts du spectacle et en particulier pour la musique est assez bas. Par exemple, prenons un premier groupe, eh bien celui-là, en général, n'est pas payé. Parfois, l'agence parvient à obtenir une certaine somme pour le premier groupe, mais c'est assez rare. Parfois, il y a moyen de rembourser les frais, mais pour ce qui est des contributions sociales, par exemple, lorsque un groupe étranger vient jouer, et là, il faut tenir compte des impôts étrangers. C'est pas comme il y a 10 ans. Aujourd'hui, la situation a beaucoup changé en Allemagne. Elle est moins favorable. Et maintenant, je m'adresse aux musiciens. Est-ce que, si vous parlez aux différents marchés, est-ce que vous êtes quand même parfois confronté à cette réalité? Et même si vous n'êtes pas confronté à cette réalité, est-ce que vous percevriez cette réalité comme un frein, notamment à un développement de groupes émergents, de groupes justement en début de carrière? Parce que j'ai quand même tendance de penser que, en écoutant Kai et en connaissant très bien ce point de vue, qu'à la base, un groupe à développer, c'est plutôt une charge, mais la plus-value, elle est généralement assez réduite. Alors, si je me mets dans la peau d'un groupe, comment est-ce que je peux interagir avec cette réalité?
Je pense que, sauf quand on va maintenant écrire le gros tube qui va faire qu'on est vraiment, comment dire, en point de mire, beaucoup des groupes qui tournent ici dans la grande région, pour revenir sur cette idée politique, géopolitique, sont quand même des groupes émergents sur une longue période, comme c'est aussi le cas pour nous. Donc, sauf si tu as un territoire de prédilection, tu n'es pas trop confronté au challenge financier. Et dès que ça arrive, nous avons par exemple un beau contrat avec une agence en Allemagne. C'est réglé par contrat. Tu as la possibilité d'avoir soit recours au comptable de l'agence, soit tu travailles avec quelqu'un auquel tu fais confiance, parce que ça devient tout de suite, ça va plus loin que ce que toi tu es prêt à faire en tant qu'artiste, ou ce que tu sais. Donc il y a plusieurs choses à faire. Dans mon cas, j'ai un groupe composé de luxembourgeois. Il y a aussi 2 Allemands. Donc, on a déjà tout de suite 2 régimes au sein du groupe. Donc, dès qu'on joue en Allemagne, c'est différent que quand on joue au Luxembourg. Donc, voilà, c'est un peu réglé. On a pris, chacun a ses comptables. Ce sont des musiciens professionnels. Donc, chacun a son comptable qui gère sa carrière et ses recettes, et nous passons par l'agence. Dès que nous allons jouer dans un territoire que nous ne connaissons pas, nous allons essayer de nous informer. Si je vais un peu plus loin, parce que j'ai été confronté à cela au cours des 18 derniers mois, on était au Canada et au Japon. Voilà, les règles sont tout autres qu'ici en France, en Belgique et en Allemagne. Par exemple, pour donner un exemple sur le Canada, si tu vas là-bas pour jouer un concert gratuitement, tu peux y aller en tant que touriste. À partir du moment où tu reçois de l'argent, tu te retrouves dans une double position. Soit tu joues dans un circuit milkshake, comme j'aime appeler cela, donc où on ne sert pas d'alcool, et ça va plutôt facile. Ou alors tu joues dans des endroits où on sert de l'alcool, et là ça devient franchement compliqué, parce que tu dois avoir et ton numéro de sécurité sociale canadien, et ton numéro pour les impôts, et tu dois passer par ceci, par cela, etc. Donc c'est un peu plus facile en Belgique et en France et en Allemagne. Et pour donner un contre-exemple, mais sur les premières dates que nous avons fait en Belgique, en Allemagne, voilà, c'était soit, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque il y avait une sorte de limite. Si tu dépasses pas les 200 €, on s'en fout complètement. Mais c'était aussi le cas en Allemagne. Il y a d'ailleurs eu ce ruling, pour prendre un mot qui est très à la mode chez nous entre-temps, qui fait qu'en Allemagne, on t'embête pas quand tu es en dessous d'un certain montant et que tu es indépendant, que tu n'es pas dans une grosse boîte. La même chose en France. Tu peux donner ton numéro d'impôt, et en fait c'est réglé à ce niveau-là, pour être sur les Ausländersteuer. Et donc tu as beaucoup de données, mais ça commence qu'à partir d'un certain niveau du groupe. Et mais donc on pourrait, au niveau professionnel, il y a 18% qui seront retenus, et ça évidemment il faut voir dans la négociation avec le promoteur si les 18% sont inclus dans la manne globale, ou si lui prévoit ça au-delà. Mais voilà, 18% c'est quand même pas rien. Il y a une tolérance de 250 à 400 € par musicien sur scène pour les groupes étrangers. Donc, et il y a une convention pour éviter la double imposition entre la Belgique et la France, ce qui fait que les groupes français sont plutôt avantagés pour jouer en Belgique au niveau fiscal. Et alors pour les groupes belges qui jouent en Belgique, il existe aussi le régime des petites indemnités qu'on appelle chez nous le RPI, et qui permet de payer 120 € par musicien, à condition de ne pas faire plus de 30 concerts par an. Donc normalement, avec 120 € par musicien, on peut déjà faire beaucoup de premières parties ou de petits concerts. Un maximum de 2000 € par an quand même. Oui. Voilà. Tout cela démontre aussi qu'on est vraiment arrivé en Europe où tout est facile. Ah oui. Ça de toute façon. Et alors, pour donner l'exemple de la Belgique, donc pour ce qui est des groupes français qui jouent en Belgique, c'est toujours les Français qui font le contrat
et qui font la facture, puisqu'en général, les groupes français sont représentés soit par une association, soit par une agence qui sont les employeurs. L'agence belge n'est jamais l'employeur, elle est juste un intermédiaire et elle prend généralement 15% de commission pour faciliter les démarches et pour booker le groupe. Voilà, comme ça, vous savez tout. Nous, personnellement, en tant que groupe, on est très rarement en contact avec les salles eux-mêmes ou les festivals eux-mêmes. C'est plutôt des associations avec qui on travaille ou d'autres groupes. Et là, c'est peut-être un peu différent parce que ça passe pas vraiment le truc très officiel. On se fait inviter par un groupe qui nous paye 250 € de cachet. Maintenant, bien sûr, ils doivent déclarer tout ça et normalement, il y a des fiches SACEM, des factures qui sont faites, mais pour le retour, on leur fait jouer pour le même cachet ici au Luxembourg et c'est une réalité un peu différente. Maintenant, on a commencé aussi comme pour le Derby, où on a été plus en contact avec tout ce qui est la bureaucratie qu'il y a derrière. Mais je crois que c'est juste le prochain cap à prendre. Maintenant, dans le milieu underground, ça se fait peut-être un peu moins, à moins qu'on est dans déjà un des très grands groupes. Alors là, ça dépend aussi d'argent que tu génères avec le groupe, avec les cachets. Donc. Tout à fait. J'aimerais bien ouvrir la discussion au public. Est-ce qu'il y a des questions? Il nous reste 5 bonnes minutes. J'ai une question derrière. Peut-être un témoignage, je travaille à Musique Helix, donc nous on est confrontés à cette question d'exporter des artistes du Luxembourg en France, en Belgique et en Allemagne. Je dirais la législation européenne est un frein à l'exportation de ces groupes, c'est compliqué, surtout avec la France, puisqu'en France il faut, avec le régime intermittent du spectacle, que les salles soit salarient les musiciens, ce qui retire beaucoup de cachets et qui ne reste pas grand-chose, soit on est obligé de faire ce qu'on appelle un contrat de cession. Même Musique Helix fait un contrat de cession avec le festival ou la salle, et il faut que les artistes du Luxembourg aillent à la Caisse nationale de sécurité sociale luxembourgeoise pour fournir le fameux A1 qui permet de payer moins de charges. Donc c'est quand même assez compliqué et c'est vrai qu'il y a des programmateurs qui préfèrent, évitant la paperasse, préfèrent ne pas booker d'artistes étrangers parce que c'est toujours compliqué, quoi. Merci. J'ai vu une question. Moi je me demandais, donc on est un tout petit groupe qui vient d'intégrer le réseau multipiste et en tant que petit groupe on nous a précisé qu'à partir de maintenant il fallait demander un cachet pour jouer. Donc nous ça nous est jamais arrivé, c'était 4 bières à un concert et c'était plié, quoi. Et donc je me demande en tant que petit groupe combien est-ce qu'on a le droit de demander à une salle ou à un organisateur de concert, pour pas paraître trop gourmand mais pour quand même dire que voilà. Qui a envie de répondre? Moi j'ai envie de répondre parce que, en tout cas dans le milieu du métal, il est très courant d'avoir des groupes de première partie qui payent pour jouer. C'est-à-dire ils vont dans une tournée avec... qui est pas bien, ils vont dans une tournée en tourbus. Ils vont dans un tourbus, ils font le tour de l'Europe ou d'une partie de l'Europe et ils payent jusqu'à 300, 400, 500 € par date pour pouvoir être dans le tourbus et se faire connaître. Et ils ont parfois des aides au niveau national. Par exemple, en Belgique, il y a Wallonie-Bruxelles International qui donne des aides aux groupes pour pouvoir s'exporter. Je pense qu'il y a à peu près la même chose dans tous les pays. Et ils ont le merchandising qui devient une rentrée d'argent très importante, surtout dans le milieu du métal où il y a énormément de ventes de t-shirts, de casquettes, etc. Et donc je connais des groupes qui ont payé pour jouer, qui ont fait le tour de l'Europe, qui se sont fait connaître petit à petit et qui ont rentabilisé leur tournée avec le merchandising et avec les subsides de Wallonie-Bruxelles International. Ouais, c'est le fameux buy-in dont on est toujours confronté en tant que groupe de métal. Dès qu'on passe un certain cap de notoriété et on veut tourner avec des grands groupes pour se faire connaître, c'est vraiment, il y a toujours des offres parfois un peu exagérées aussi. Parce que évidemment, les gros groupes en profitent puisque les petits groupes payent le tourbus et tous les cachets sont nets pour les gros groupes puisque le tourbus est payé par les groupes qui les accompagnent. Et parfois, il faut avoir de la chance parce qu'il y a aussi... il y a le buy-in et puis ils prennent aussi 20% de ton merchandising. Ça, on a vu des contrats aussi. Ils exagèrent. Oui. Et ta femme. Et ta femme et tout. Mais ils nous laissent au moins les bières, c'est ça, mais bon, ça. Sinon, pour donner une idée, par exemple au Botanique, qui est un centre culturel
très subsidié, un peu comme la Rocale ici. Je dirais 150 € pour une première partie, c'est un cachet tout à fait raisonnable. Et pour vous donner une autre idée, au tremplin d'Urbirock, les gagnants du tremplin ont 200 € pour venir jouer au d'Urbirock. Mais je connais plein de groupes qui paieraient pour venir jouer. Donc c'est une question de la loi de l'offre et de la demande, comme pour toujours. Sinon, en général, il y a les cafés-concerts qui imposent le même prix à tous les groupes. C'est entre 100 et 50 €. Ouais. Voilà, mais bon, il faut voir aussi d'un endroit à l'autre, vous serez super bien accueillis. Vous aurez un festin qui finalement vous aurait coûté 50 € avec les boissons, tout ce qu'il y a d'inclus. Et à d'autres endroits, effectivement, vous serez très bien payé et vous n'aurez même pas un sandwich. Donc, il faut faire aussi la balance, voir si c'est loin, si vous êtes logé, ou si vous êtes logé et que vous avez un cachet moindre, dites-vous, tant que vous n'y perdez pas, c'est déjà pas mal pour se faire connaître. En fait, il faut se renseigner un peu quand on démarche une salle pour voir ce qui est faisable. Je sais que ce soit la Rocale, l'Atelier, nous ou d'autres maisons, ils ont un peu leur prix fixe et tu demandes à un copain qui a déjà joué là-bas et tu as une idée. Donc vraiment, s'informer, ça aide en amont. Tu peux voir ça aussi un peu sur les territoires. Par exemple, sur ton territoire à Maison, où tu es connu, tu demandes un peu plus, bien sûr. Maintenant, tu vas jouer moins. Mais c'est un truc qu'il faut prendre en compte aussi. Il faut créer une espèce de rareté autour du groupe aussi, comme ça. Après, il y a les plus grands organisateurs qui vont te prendre, toi peut-être, parce que tu joues pas tous les week-ends dans un bar chez toi, dans le coin. Maintenant, si tu veux t'exporter, si tu veux aller plus loin à l'étranger, faut voir avec les coûts que ça engendre. Parfois, tu fais des pertes. Au début, faut peut-être faire des pertes pour se faire connaître, mais la prochaine fois, quand tu retournes dans le même endroit, tu demandes plus d'argent, parce que voilà, c'est ça. Moi, je voudrais peut-être répondre également de mon côté. Je pense que l'essentiel, c'est, comme groupe, de se faire un plan. On a entendu dans le panel tout à l'heure que ce qui est important, c'est de jouer beaucoup. En même temps, tu te crées un CV, mais il faut également savoir où tu joues. Et le plan, il te le dira. Et en même temps, le plan, il te dira également, là, je vais accepter de jouer gratuitement parce que c'est un endroit avec une certaine réputation qui va être très bien sur mon CV. Là, il y a un endroit où les conditions sont peut-être différentes. Je pense que c'est très bien de savoir ou d'avoir une idée de la valeur économique de votre groupe, celle que vous avez, celle que vous visez, et le chemin pour y arriver. Et je pense que ce déroulement, il éclairera. Et ensuite, il y aura des concessions à faire, il y aura d'autres possibilités où il y aura plus de financement, mais le tout s'inscrit dans une logique de développement. Alors, une toute dernière question ici devant. C'est bon? Ok. C'est bon. Donc alors, je me présente, je m'appelle Jérémy, j'ai un groupe de métal à Mâcon et j'organise des concerts un petit peu partout, un festival à Mâcon sur 2-3 jours et des concerts dans des cafés-concerts par-ci par-là. Alors moi j'ai un petit point, je voulais donner plus un petit point de vue, peut-être aussi une petite clé pour la France, parce que peut-être aussi dans la grande région, je sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'il y a ce dont je vais parler. En France, bon, si vous passez par le café-concert, comme a dit Jeff, tout ce qui est underground, on est sur la prise de risque. La France, de toute façon, c'est de la prise de risque. Dès qu'on est petit, on flirte avec ça. S'il y a un contrôle, on se fait tous plumer, ça c'est clair. Mais personne ne va prendre ce risque, personne n'est déclaré. On a la structure associative qui protège un peu le truc, on le fait tous. Bon, si un jour il tape dessus, de toute façon, on s'en prend plein la tronche, ça c'est sûr. Par contre, il y a quelque chose qui est peut-être intéressant et qu'il faudrait peut-être regarder en Lorraine ou je sais pas, parce que je crois que ça fait partie de la grande région, c'est qu'il y a un système qui s'appelle les SMAC. Les SMAC, c'est des structures à subvention qu'il y a à peu près presque dans toutes les villes de France. Donc ils sont subventionnés et en échange, une fois par an, ils doivent faire jouer à peu près tous les styles parce que ça s'appelle scène des musiques actuelles. Alors j'imagine qu'en Lorraine, en Alsace, il doit y en avoir vu que ça fait partie de votre région. Et je pense, vu que c'est proche, souvent ils sont en recherche de petits groupes pour faire des premières parties. Et eux, ils sont subventionnés, c'est-à-dire que même s'ils se cassent la tronche, parce qu'ils sont en général assez mauvais en promo au niveau underground, c'est pour ça qu'ils s'associent, par exemple, nous on est associé à une SMAC, parce que nous on est fort en promo underground, et eux ils sont forts pour la subvention.
Chacun son rôle. Bon, c'est dit clairement, hein, je le dis franchement, mais c'est comme ça. C'est des win-win. Voilà, exactement. Et en l'occurrence, nous, ça a marché l'année dernière. Skird en a bénéficié. Le lendemain, on avait fait sold out. Enfin, une journée sur deux a été sold out. Donc, c'est quelque chose qui peut fonctionner très bien. Mais pour les petits groupes, je pense que ça peut être intéressant d'aller taper dans les SMAC de Lorraine ou enfin voilà les départements français de la grande région, parce qu'ils sont sûrement en recherche de groupes plus ou moins locaux pour faire des premières parties, de groupes un peu plus importants, parce qu'ils sont nuls en promo. Donc ils vont compter sur le petit groupe et sur la promo du gros groupe. Donc à mon avis, voilà, c'était une petite anecdote que je pouvais donner. Après, ça sert à rien d'aller taper dans les SMAC qui sont à l'autre bout de la France, qui sont dans le sud et tout ça, parce que ça les intéressera pas de payer un petit groupe qui n'est pas trop local, parce que ça va ramener personne, et en plus ils vont les faire payer parce que par contre, ils défrayent ou ils donnent un cachet obligatoirement parce qu'ils sont soumis aux législations françaises. Donc voilà, à mon avis, c'était peut-être intéressant de donner une petite piste. Voilà. Merci beaucoup. Alors, de cette première ronde, et vous me corrigerez, je retiens, il faut jouer beaucoup, il faut se créer un CV. Les réseaux, ça peut aider parce que on peut profiter de réseaux pour être introduit auprès d'autres organisateurs et encore plus jouer. Il faut bien sûr connaître sa valeur du marché et la développer. Et je pense qu'on peut conclure en pensant quand même que ces 4 différents territoires dont on parle, ça constitue quand même un certain terrain. C'est Jeff qui l'appelait tout à l'heure d'entraînement, c'est ça? Une petite aire de jeu où justement on a la possibilité d'apprendre comment fonctionnent différents pays, des réseaux, différents autres marchés, et justement pour se créer une valeur. Et il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on commence dans un cercle géographique assez limité, de traverser les frontières, on est quand même en international. Donc le CV, non seulement il est national, mais il devient tout simplement international à travers de telles activités. Ceci étant dit, j'aimerais bien remercier Time's Up, j'aimerais bien remercier mon panel pour la discussion intéressante, j'aimerais bien remercier notre public et d'ici et les traducteurs, die Übersetzer. Merci John. On se verra d'ici 25 minutes pour la deuxième partie où nous allons étendre le sujet en partant du live vers la globalité de l'entreprise d'un artiste et de voir en quelle mesure là, la grande région elle jouera un jeu, respectivement elle ouvre les possibilités vers le reste du marché européen, voire au-delà. Merci déjà pour l'instant et à tout à l'heure.